Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du mercredi 9 avril 2025. À la une des actualités de ce jour, Madagascar et le système des Nations Unies renforceront leur coopération. La rencontre entre le président Andry Rajoelina et le nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, Anthony Gororano, s'est inscrite dans cette perspective. Ce dernier a confirmé que le système des Nations Unies sera toujours aux côtés de Madagascar face aux changements et aux nouveaux défis auxquels le monde est actuellement confronté et surtout pour atteindre les défis fixés par le gouvernement malgache. Plus de détails avec Judikael Rangianirin. La première rencontre entre le président de la République Andry Rajoelina et Anthony Gororano, le coordonnateur résident des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies à Madagascar, a duré plus d'1 heure. Une rencontre qui a confirmé la responsabilité partagée des deux parties en matière de développement. Une coopération qui s'étend de nombreux domaines tels que la santé, l'éducation, l'environnement, la création d'emplois et la bonne gouvernance, tels que définis dans l'accord cadre signé en avril 2024. Les Nations Unies sont confiantes dans la réussite de Madagascar et apprécient les travaux de développement déjà accomplis. J'ai tenu en premier à féliciter le président de la République et son gouvernement pour les importantes réalisations du gouvernement dans son premier et son deuxième mandat en cours. J'ai réaffirmé notre engagement à appuyer le peuple, le gouvernement et son excellence dans, parmi autres choses, la politique générale de l'État, mais aussi aider, travailler et accompagner Madagascar dans ses engagements au niveau international. Par ailleurs, une vision et attitude positive seront à adopter pour faire face ensemble aux changements économiques mondiaux et à la décision des États-Unis de suspendre le financement de diverses aides, a déclaré Anthony Gororano. Un soutien mutuel est nécessaire, en particulier un soutien aux petites et moyennes entreprises. Du point de vue des coupes et le changement du paysage des financements, effectivement, ceci présente des défis dans l'immédiat, mais je crois aussi des opportunités. Je crois, comme nous avons vu dans le cadre de la Covid, ceci nous ramène à réfléchir une fois de plus sur les priorités, mais aussi de réfléchir aux questions d'optimisation de ressources existantes. Je crois dans le moyen à long terme, ceci présente des opportunités qu'on espère saisir avec le gouvernement et le peuple malgache. Madagascar poursuivra ainsi les efforts déployés et renforcera la coopération avec le système des Nations Unies. Cette rencontre entre le président Andry Rajoelina et le nouveau coordonnateur résident Anthony Gororano, de nationalité rwandaise, qui a pris ses fonctions à Madagascar à la mi-mars, constitue une étape majeure dans cette relation entre les deux parties. Un dialogue bilatéral constructif entre l'État malagasy et les autorités américaines est en cours actuellement afin de trouver des solutions au nouveau régime douanier américain. Madagascar a également entamé des concertations avec d'autres pays africains également touchés en vue d'une coordination régionale et d'une position commune dans les plateformes de dialogue avec les États-Unis. Telles sont les actions concrètes déjà entreprises par l'État malagasy pour faire face à cette décision des États-Unis sur l'augmentation à 47% des taxes douanières. Natera Koutmaouf et Nzara Rangiantsu nous en disent plus. Une réunion stratégique de haut niveau consacrée au nouveau régime douanier américain appliqué à certains produits malagasy a été tenue par le ministère des Affaires étrangères hier à Nuuk et à laquelle ont participé le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Claire-Annette Pierangelo, ambassadeur des États-Unis à Madagascar, ainsi que le directeur général des douanes malagasy, avec de nombreux représentants du secteur privé. Cette concertation vise à faire face à la décision des autorités américaines d'augmenter les droits de douane sur certaines exportations malagasy, une mesure aux conséquences directes sur la compétitivité des entreprises malagasy, la pérennité des milliers d'emplois dans les zones industrielles et l'attractivité de Madagascar comme plateforme industrielle vers le marché américain.
Face à cette situation, le gouvernement malagasy a engagé un dialogue bilatéral constructif avec les autorités américaines, incluant des échanges techniques visant à comprendre les motivations de cette décision des États-Unis, à explorer les ajustements possibles au niveau national et à préserver les acquis du partenariat commercial, notamment dans le cadre de l'AGOA. Au niveau régional, Madagascar a entamé des concertations avec d'autres pays africains également touchés en vue d'une coordination régionale et d'une position commune dans les plateformes de dialogue avec les États-Unis. En parallèle, des stratégies nationales sont en cours d'élaboration à court, moyen et long terme pour renforcer la résilience économique du pays, comme l'accompagnement du secteur privé dans la diversification des marchés, le développement de chaînes de valeur à haute valeur ajoutée et la promotion de Madagascar comme destination industrielle compétitive au niveau continental. La ministre des Affaires étrangères a salué l'esprit d'ouverture et la disponibilité des partenaires présents, en particulier la partie américaine, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à œuvrer pour un partenariat fondé sur la prévisibilité, l'équité et la solidarité. Ensuite, ces derniers jours, des interrogations ont été relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant les tarifs pratiqués par Madagascar Airlines sur ses lignes intérieures. La direction générale a émis ce jour des décisions par le biais d'un communiqué de presse, une tarification qui, selon le dit communiqué de presse, est basée sur certains critères, entre autres la composition des prix, les efforts tarifaires engagés pour les vols interrégionaux ainsi que les avancées du plan de redressement en cours. Les détails avec Mirvoula Sferan. Madagascar Airlines applique, d'après ce communiqué de presse, une politique tarifaire transparente fondée sur des principes internationaux, un système de tarification dynamique selon les principes de yield management utilisés par toutes les compagnies aériennes. Les prix varient selon la saison, la demande, le taux de remplissage et surtout l'anticipation de l'achat. Des tarifs aller simples en dessous de 400 000 arrières existent régulièrement pour peu que l'on réserve à l'avance. La direction générale de Madagascar Airlines explique qu'un effort spécifique a également été fait pour les vols interrégionaux via Antananarivo. Le tarif total n'est pas la somme des deux tronçons, mais repose sur une formule réduite, soit 100% du premier tronçon, plus 25% du tarif de référence le plus élevé. Le prix total est donc une somme de composantes, selon toujours les explications, dont une partie échappe à la compagnie. Par ailleurs, le tarif de base, hors taxe, en aller simple, est fixé à 26 €. Et pour compléter cette grille tarifaire, chaque niveau supérieur est majoré de 10 à 15% par rapport au tarif qui précède. Madagascar Airlines souligne dans la foulée que, comme toute autre compagnie aérienne, elle ne fixe pas la totalité du prix payé par le passager. Le tarif hors taxe ne représente, selon les lignes, qu'entre 26% et 55% du prix TTC. Le reste se compose de surcharges carburant qui pèsent lourdement jusqu'à 47% sur certaines lignes dans un pays où le carburant avion est 35% plus cher qu'ailleurs dans l'océan Indien, de redevances aéroportuaires et charges réglementaires jusqu'à 22% selon les tronçons, de taxes de sécurité et frais de réservation. Un autre point avancé par Madagascar Airlines pour apporter des clarifications sur ses tarifs domestiques est son engagement de démocratiser progressivement l'accès au transport aérien à mesure que les capacités augmentent. La rationalisation de l'offre et l'amélioration de la productivité permettront, à terme, une plus grande accessibilité tarifaire dans des conditions économiques soutenables, souligne le communiqué de presse. Aussi, depuis début 2023, Madagascar Airlines a engagé une restructuration ambitieuse et progressive. Tous ces ATR volent à nouveau et la flotte est progressivement remise en état. Les retards opérationnels sont de mieux en mieux maîtrisés et devraient continuer de diminuer dans les prochains mois, rapporte le communiqué. Les revenus progressent, les coûts sont mieux contrôlés et le plan de redressement a été salué par la Banque mondiale qui a validé un appui de 65 millions de dollars dans le cadre du programme Phoenix 2030. Madagascar Airlines souligne qu'elle ne fait pas de politique. Elle agit avec constance afin de contribuer à un transport aérien sûr, régulier, économiquement viable et accessible au plus grand nombre. Elle œuvre chaque jour à renforcer la sécurité de ses vols, l'excellence opérationnelle, la rentabilité de son modèle et l'expérience client. Pour ce qui est du taux de remplissage, la moyenne dépasse désormais les 80% sur l'ensemble de l'année.
Pour Madagascar Airlines, ce niveau élevé de fréquentation prouve que l'offre de la compagnie rencontre une demande suffisante à ce niveau tarifaire. Cela signifie également, selon eux, que les classes tarifaires les plus avantageuses sont très vite remplies, ce qui peut renforcer l'impression de prix élevés pour les réservations tardives. Et enfin, Madagascar Airlines a réagi par rapport au dernier débat sur ses tarifs domestiques. Certaines interventions récentes, qu'elles émanent de responsables politiques ou de certains anciens dirigeants qui portent l'entière responsabilité d'avoir laissé l'entreprise dans un état économique désastreux fin 2023, interrogent par leur virulence. Nous regrettons que des faits soient exagérés ou sortis de leur contexte pour alimenter une controverse publique, alors même que la compagnie est engagée dans une mission exigeante au service de tous les Malgaches, soulignent les responsables de cette compagnie aérienne. En économie, le volume des échanges commerciaux entre Madagascar et l'Union européenne a atteint 1 milliard d'euros en 2023, selon les déclarations de son ambassadeur Roland Kobia. Aujourd'hui, il réaffirme que l'Union européenne reste ouverte pour Madagascar et de nombreux produits exportés vers les pays membres de l'Union européenne bénéficient d'une exonération totale des droits de douane. Rouzou Christelle Rakout Malal. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de Madagascar, représentant 30% des exportations malgaches contre 15% vers les États-Unis. Grâce au régime tout sauf les armes et à l'accord de partenariat économique entre Madagascar et l'Union européenne, notre pays bénéficie d'un accès privilégié à un marché de 450 millions de consommateurs européens avec de nombreux produits exonérés de taxes douanières. L'ambassadeur Laurent Kobia a déclaré que Madagascar peut augmenter son produit intérieur brut en améliorant l'environnement des affaires, en sécurisant le cadre juridique et en stimulant la concurrence. Cela passe par des investissements dans les infrastructures, l'énergie et le financement. L'Union européenne propose des programmes concrets pour accompagner cette transformation. Pour l'économie malgache, l'ouverture vers les marchés extérieurs constitue un levier majeur de développement, en valorisant ses produits locaux et en renforçant sa capacité de production. Madagascar peut pleinement tirer parti des avantages offerts par ses partenaires, notamment l'Union européenne. Passons dans la partie sud de Madagascar. Après plusieurs années de suspension dans la région Anos, l'IDBM a repris ses activités à Tolanaur. Une cérémonie officielle de réimplantation s'y est tenue jeudi dernier. Et cette mise en place de services de proximité au bénéfice du secteur privé marque un engagement fort de l'État, selon le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Plus de détails avec Mervoulet Ferrin. L'IDBM existait dans les années 2004-2005 à Tolanaur. L'IDBM est une structure qui soutient et facilite l'accès des entrepreneurs au monde professionnel, mais surtout dans les procédures administratives. Mais ces dernières années, l'IDBM a dû suspendre ses activités. Il vient d'être réinstallé et sa réouverture officielle s'est tenue le jeudi 3 avril dernier dans la capitale de la région Anos. Cette reprise s'inscrit dans le cadre de la politique de déconcentration économique selon le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Représente plus qu'un simple acte symbolique. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un jalon purement stratégique, puisqu'il s'inscrit dans la politique de décentralisation, politique de déconcentration économique prônée par le gouvernement et portée principalement par notre ministère au niveau de la promotion de l'industrialisation, de la transformation économique et également tutelle technique de l'IDBM. En mettant en place les services de proximité au bénéfice du secteur privé, nous concrétisons un engagement fort. Faciliter l'investissement là où le potentiel est réel, là où les ressources sont bien évidemment disponibles, et surtout là où les dynamiques entrepreneuriales demandent à être les mieux accompagnées.
Cette réimplantation de l'IDBM dans la région Anos est un véritable atout car elle constitue un levier pour le développement à travers l'appui aux opérateurs économiques locaux et incite les opérateurs à entrer dans le secteur formel. Quels sont, je dirais, les impacts positifs de cette existence ou de cette implantation de l'IDBM Fort-Dauphin? Ça incite réellement les opérateurs économiques à l'initiative à entrer dans le secteur formel premièrement. Et secondo, c'est l'attractivité des investisseurs régionaux et internationaux à venir investir dans la région. Nous sommes avantageux à Fort-Dauphin parce que tous les équipements nécessaires à l'électrification sont déjà là, un terrain prêt à bâtir, donc tout cela nous encourage grâce au flux du port aussi, donc pour nous opérateurs économiques c'est un grand plus. Donc tout est déjà, tous les éléments sont réunis. On croit à l'engagement du gouvernement et de l'État malagasy pour leur rôle de facilitateur dans cette promotion. Le projet PIC est l'un des partenaires clés de la mise en place de l'IDBM et selon le coordinateur national du projet PIC, toutes les localités où le projet est implanté accueilleront également une antenne de l'IDBM. Et Tolanar est la première à en bénéficier. Lors du deuxième jour de l'événement à Tolanar, une visite du parc des Walles a été au programme afin d'y observer l'avancement des travaux d'installation des équipements de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire. Lancé qu'après cette implantation à Fort-Dauphin, dans la région Anos, une autre antenne de l'IDBM sera prochainement installée à Manakar, dans la région Fidfnang. Ensuite, dans la partie est du pays, le ministère de l'Environnement et du Développement durable lance un appel à manifestation d'intérêt pour l'opérationnalisation du centre de tri et de valorisation des déchets dans la commune urbaine de Touamas. En effet, le ministère recherche des partenaires responsables, engagés et porteurs d'une vision partagée du développement durable. Le ministre Max Henri Fontaine a procédé ce jour au lancement de cet appel à manifestation d'intérêt. La soumission des dossiers sera clôturée le 23 mai prochain. Mervoulat Sferen sur les images de presse d'Enilson. Le centre de tri et de valorisation des déchets dans la commune urbaine de Touamas peut recycler jusqu'à 60 tonnes de déchets solides par jour, qu'il s'agisse de déchets organiques ou de déchets plastiques. Ce projet est le fruit d'une étroite collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec la commune urbaine de Touamas. La municipalité de la ville du Grand-Port collecte et fournit les déchets qui seront par la suite recyclés en pavés autobloquants pour les déchets plastiques, entre autres. Les déchets organiques pourront être recyclés en engrais ou en charbon écologique. Ce projet n'est plus un rêve, il sera réalisé d'ici peu. Le ministère de l'Environnement annonce l'opérationnalisation prochaine du centre 6 à Touamas. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt à l'endroit des entreprises, organisations ou groupements intéressés à assurer la gestion du centre de tri. Selon le calendrier établi par le ministère, cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert à partir de ce 9 avril et la date limite de soumission est fixée pour le 23 mai prochain. L'annonce du prestataire sélectionné se fera le 2 juin 2025. Par ailleurs, les infrastructures essentielles, telles que l'aménagement du site, bâtiments, équipements techniques, sont déjà prises en charge par le ministère. Il s'agit maintenant d'en assurer la gestion durable et performante. Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l'État et s'inscrit dans les axes stratégiques du ministère de l'Environnement, notamment la lutte contre la pollution, la transition vers une économie durable et la promotion d'une société plus responsable. Il convient de noter que la gestion de ce site est limitée à 5 ans renouvelables. Ce partenariat est fondé sur un modèle de contrat de gestion.
Et la JIRAMA est contrainte d'appliquer à nouveau le délestage tournant sur le réseau interconnecté d'Antananarivo au RIA à partir d'aujourd'hui selon son communiqué. La production actuelle d'un décalé est insuffisante et ne peut pas répondre à la demande en électricité en raison de la diminution des précipitations dans la région. Cependant, la centrale de Manjak connaît également des pannes techniques entraînant une alimentation électrique insuffisante, notamment aux heures de pointe, selon toujours la JIRAMA. Anna Martina. Il manque 10 à 15 MW dans l'approvisionnement en électricité de la JIRAMA pour le réseau interconnecté d'Antananarivo, notamment aux heures de pointe, selon les informations. Ce manque est à l'origine du délestage tournant sur le RIA, selon un communiqué publié aujourd'hui par la société. Selon le rapport, la production d'électricité d'Andékalé est insuffisante en raison du manque de précipitations, alors que cette dernière fournit une grande partie de l'électricité au RIA. Par ailleurs, la centrale électrique de Manjak connaît également des pannes techniques. Le délestage tournant a été déjà appliqué sur de nombreux quartiers de la capitale aujourd'hui. Chaque coupure dure environ 2 heures. Néanmoins, le JIRAMA cherche déjà des solutions urgentes pour combler ce manque, selon toujours son communiqué. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le bilan de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue a franchi mercredi le cap de la centaine de morts avec 113 tués, dont la star de meringue Ruby Pérez, et les équipes de secours continuent de fouiller les décombres. Reportage signé France 24. Le toit de la discothèque s'est effondré d'un seul tenant. Dans ces ruines, les sauveteurs cherchent des disparus. Il y en a peut-être encore sous ces gravats. Parfois, un survivant est extrait des décombres, comme cet homme. Mais ce sont surtout des corps sans vie que les secouristes dominicains retrouvent. Plus de 24 heures après l'effondrement, certaines familles sont gagnées par le désespoir. Cette discothèque de Saint-Domingue était bondée lundi soir. Entre 500 et 1000 personnes étaient venues écouter le chanteur de musique meringuée, Ruby Pérez, que l'on voit ici sur scène. Quand soudain, le noir complet. Papa, qu'est-ce qui se passe? L'artiste fait partie des victimes décédées, comme 112 autres personnes. 150 ont aussi été blessés. Bilan provisoire. Devant la boîte de nuit, les familles scrutent la liste des victimes, souvent le téléphone à la main, prêtes à montrer la photo du proche dont elles sont sans nouvelles. Elle était habillée comme ça lors de la soirée, c'est ma nièce. Je regarde les sauveteurs et je n'arrête pas de penser à ma fille. Sur place, le président dominicain affirme qu'il reste encore un espoir de retrouver des survivants. L'objectif, c'est de sauver des vies, et encore sauver des vies. Et c'est ce qu'on fait. On suit la situation minute par minute. Pour l'heure, les causes de l'effondrement de la boîte de nuit ne sont pas connues. Des ressortissants étrangers, notamment français, pourraient avoir été sur place lors de la soirée. Ensuite, les États-Unis ont ravivé l'inquiétude sur les marchés mondiaux en imposant de nouveaux droits de douane à une soixantaine de pays, dont la Chine de plus de 100% et l'Union européenne 20%. Cette mesure décidée par Donald Trump est entrée en vigueur mercredi à 4 heures GMT. Reportage sur les images de France 24. 104% de droits de douane imposés par les États-Unis sur ces produits et toujours une réponse ferme. La Chine ne se laissera pas faire. Le droit légitime au développement du peuple chinois est inaliénable. La souveraineté chinoise, la sécurité, le développement de ses intérêts sont inviolables. Nous continuerons à prendre des mesures fermes et vigoureuses pour sauvegarder nos droits et intérêts légitimes. Mais Pékin le sait, privé de marché américain, il lui faudra trouver de nouveaux alliés vers lesquels se tourner et surtout un nouveau marché pour compenser. L'Europe semble donc toute trouvée, elle aussi acculée par des droits de douane conséquents, plus 20% dès ce mercredi. L'Union européenne pourrait contre-attaquer prochainement et y inclure des discussions avec la Chine pour renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. Entretien téléphonique constructif avec le Premier ministre Li Qiang.
Nous avons fait le point sur l'état des relations UE-Chine à l'approche de 50 ans de relations diplomatiques et sur les enjeux mondiaux. Mais les 27 tentent aussi de garder une certaine distance avec Pékin, conscients des risques pour leur économie locale. Dans leur intérêt à la fois de l'un et de l'autre, en fait, de faire bloc vis-à-vis des États-Unis. Normalement, en fait, des discussions devraient arriver là avant l'été entre la Chine et l'Union européenne pour trouver une solution commune et pour justement ne pas se faire submerger, pour que l'Europe ne se fasse pas submerger par les produits chinois qui cherchent des débouchés. Un afflux de produits chinois sur le vieux continent menacerait des filières entières, plus encore peut-être que les droits de douane américains eux-mêmes. L'Union européenne a par ailleurs déjà instauré elle aussi des taxes sur les produits chinois, 35% sur les véhicules électriques en 2024, une année qui aura d'ailleurs vu la Commission européenne ouvrir de nombreuses enquêtes contre les produits en provenance de Pékin. Et depuis sa prise de fonction, Donald Trump a supprimé l'application CBP One et les canaux légaux pour demander l'asile aux États-Unis. De nombreux migrants se retrouvent bloqués au Mexique actuellement, notamment des Vénézuéliens. À Mexico, ils sont des centaines à vouloir rentrer chez eux et certains envisagent de rester vivre à Monaco. Le point avec France 24. Chaque matin, une longue file se forme devant l'ambassade du Venezuela à Mexico. Toutes ces personnes espèrent monter dans un avion de rapatriement à destination de leur pays, après des mois d'errance au Mexique et l'effondrement de leur rêve américain. Par crainte de représailles, aucune personne n'accepte de témoigner à visage découvert. La présence de notre caméra dérange. Ils ne nous disent pas quand il va y avoir un vol. On ne sait rien, on nous dit juste d'attendre et d'attendre alors qu'on est ici sans argent, sans rien à manger. Même en le payant, on ne peut pas avoir de sauf-conduit parce qu'ils sont suspendus. Autour du bâtiment, des dizaines de personnes campent la nuit, à même le sol dans des conditions difficiles. Cela fait 2 semaines que je suis ici, en dormant dehors avec toutes ces personnes sur des cartons. Les enfants tombent malades, certains saignent du nez à cause du froid. Le président vénézuélien Nicolás Maduro vient d'annoncer 3 vols de rapatriement ces prochains jours, dont un en provenance du Mexique. Mais depuis le mois de février, moins de 1500 Vénézuéliens ont pu bénéficier de ce service. C'est bien trop peu au vu du nombre de ressortissants qui souhaitent rentrer chez eux. D'autres, comme Edouard, souhaitent rester au Mexique. Après avoir vécu au Pérou et au Chili, ils comptent demander l'asile ici. Je travaille, je gagne un peu d'argent et je vis décemment. Je me suis fait des amis comme mon chef, alors je vais faire venir ma famille ici. La société ici est ouverte, personne ne te discrimine bien que tu sois migrant. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où les gens te regardent mal parce que tu es migrant. Ils se sentent supérieurs. D'après la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés, les Vénézuéliens représentent la 4e nationalité à demander l'asile au Mexique, après les Honduriens, les Haïtiens et les Cubains. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre la série intitulée Struck Back. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.